À quoi ressemblera le monde selon Trump, saison 2? Moins de 2 semaines avant de prêter serment, le président américain lorgne sur de nouveaux territoires. Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and it would also be much better for national security. Annexer le Canada, mais aussi le Groenland, propriété du Danemark, et le canal de Panama. Mardi, Donald Trump a redessiné la carte du monde devant des journalistes médusés. Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion? No, I can't assure you on either of those two. Au Groenland, territoire autonome administré par le Danemark, les déclarations de Trump ont été accueillies fraîchement. Le président américain est trop bruyant. Le Groenland n'est pas à vendre. Et le recours à la force militaire, c'est n'importe quoi. Même réaction au Panama, où Donald Trump revendique une route maritime stratégique construite par les États-Unis. La souveraineté de notre canal n'est pas négociable. Au Mexique, la présidente a, elle, choisi l'humour, en réponse à Donald Trump, qui souhaite aussi rebaptiser le golfe du Mexique Golfe d'Amérique. Et pourquoi ne pas appeler les États-Unis l'Amérique mexicaine? Ça sonne bien, non? Alors, qu'est-ce qui se cache derrière les déclarations fracassantes de Donald Trump? Des visées impérialistes, une provocation ou un simple levier pour mieux négocier des accords économiques? Faut-il prendre au sérieux les velléités expansionnistes du nouveau président? Nos trois invités pour ce débat, Philippe Golub, bonsoir, professeur de Relations internationales à l'Université américaine de Paris. Votre livre, Une autre histoire de la puissance américaine, est paru au Seuil. Selon vous, on ne peut pas exclure une intervention militaire américaine, notamment au Panama. C'est peu probable, mais ce n'est pas impossible, et cela s'appelle tout simplement l'impérialisme. À côté de vous, Bruno Tertrais, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Une nouvelle édition revue et augmentée de votre Atlas des frontières est paru récemment aux arènes, édition des arènes bien sûr. Selon vous, il est peu probable que l'administration Trump utilise la force militaire. Il s'agit d'une épreuve de force politique plutôt, avec des visées essentiellement économiques et qui ont pour effet d'affaiblir l'OTAN, l'Alliance Atlantique. Et Elisa Schell, bonsoir madame, politologue, rédactrice en chef de la revue Politique américaine. Vous êtes professeure de sciences politiques à l'université Paris-Nanterre. Selon vous, il faut prendre tout ce que dit Donald Trump sérieusement, mais pas littéralement. Ces déclarations, selon vous encore, démontrent un objectif de puissance et c'est la stratégie de America First. Et on démarre, Benjamin, avec la carte du jour, selon carte, présumée des États-Unis, agrandie version Donald Trump, incluant, regardez, le Canada avec le drapeau étoilé qui recouvre l'ensemble. Le futur président des États-Unis l'a publié hier sur son réseau Truth Social avec cette ponctuation au Canada, en faisant du Canada donc, le 51e État américain. Elisa Schell, c'est sérieux ou il fanfaronne? Parce que vous dites qu'il ne faut pas regarder littéralement. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement? Si les États-Unis devaient intégrer le Canada, il faudrait voir comment ils le feraient. Est-ce qu'ils achèteraient le Canada? Avec quel argent? Est-ce que la couronne britannique leur vendrait le Canada? Ça semble quand même très peu probable. Est-ce qu'ils les envahiraient militairement? Vu la taille du Canada, ça me semble aussi très peu probable. Après, il y a aussi la voie légale d'adhésion, mais il faudrait que les Canadiens votent et puis que le Congrès américain vote aussi après. Donc on voit bien que ce n'est pas un projet réaliste et sérieux de faire du Canada le 51e État des États-Unis. Mais en revanche, le problème de Donald Trump, c'est que la balance commerciale entre le Canada et les États-Unis est au détriment des États-Unis, puisque les États-Unis importent plus du Canada qu'ils n'y exportent. Et Donald Trump veut mettre l'Amérique en premier, donc favoriser ses entreprises, attirer des investisseurs et donc engage un rapport de force pour diminuer les droits de douane entre les États-Unis et le Canada. Philippe Golub, en même temps, cette annexion du Canada, elle ne vient pas de n'importe où, de nulle part. Elle existe, elle préexiste dans l'histoire américaine.
L'idée, on peut retracer l'idée à la fin de la guerre d'indépendance. Les États-Unis ont effectivement agrandi leur territoire. Ils ont obtenu les Great Lakes, les Grands Lacs, après des escarmouches importantes avec l'armée britannique de l'époque qui était au Canada. En 1812, Thomas Jefferson a eu l'idée, pas très sensée d'ailleurs, d'essayer de reprendre le Canada des forces britanniques pour libérer le continent américain de la présence coloniale britannique, ce qui n'a pas très bien marché. Et puis, cette idée est revenue à plusieurs reprises pendant la guerre de sécession, depuis 50 ans maintenant, 70 ans maintenant. Cette idée n'a pas été reprise, c'est sous Donald Trump qu'elle est reprise. C'est un néo-mercantiliste, Donald Trump, qui pense que les relations internationales sont structurées par win-lose, gagnant-perdant, gagnant-perdant. Alors, on va y revenir, mais la galaxie Trump fait mine de ne pas être surprise des intentions de leur leader sur le Canada. Écoutez ce présentateur star de Fox News qui interroge le Premier ministre de la province canadienne de l'Ontario. What's your problem with the United States absorbing Canada? Canada's ripping America off on trade. So why don't we just redraw the map to make it fair? That property's not for sale. As simple as that. If I were a citizen of another country and I was a neighbor of the United States, I would consider it a privilege to be taken over by the United States of America. That's what everybody else in the world wants. American citizenship. For some reason, that's repellent to you Canadians. And I find that personally offensive, Premier. Bruno Tertré, on a l'impression que c'est un sketch d'une émission de divertissement. C'est formidable, ça marche. Trump a réussi un coup médiatique dont il a le secret. Ça, c'est la chaîne qui lui est inféodée, Fox News. Oui, qui ne lui a pas toujours été totalement favorable. Il a des médias maintenant encore plus favorables. Mais c'est formidable, il a totalement réussi son coup. Voir des présentateurs d'une chaîne tout de même réputée, Fox News, c'est pas un vague site web, dire mais pourquoi est-ce que vous ne considériez pas ça comme un honneur d'être des Américains? Alors, ils sont déjà des Américains, mais des États-Uniens. Moi, je leur ai répondu, mais écoutez, moi, je veux bien racheter les États-Unis. C'est quoi le prix? Alors, plus sérieusement, vous avez rappelé le déficit commercial américain. Donald Trump déteste les déficits commerciaux. Il considère que c'est une faiblesse, alors qu'en fait, sur le plan économique, ça n'est pas une faiblesse. Mais c'est toujours les pays vis-à-vis desquels les États-Unis sont en déficit commercial qui sont visés les premiers. Et puis, il a utilisé une formule très intéressante. Il a dit « la frontière est artificielle ». Pourquoi c'est intéressant ? D'abord parce que c'est très ambigu. La frontière artificielle, ça peut vouloir dire deux choses. Vous avez vu que je m'intéressais pas mal aux frontières. Une ligne droite, on considère que c'est artificiel, entre guillemets, parce que alors les géographes appellent ça une frontière astronomique. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis, mais ça veut dire autre chose aussi. Ça veut dire que, quand on parle de frontières naturelles, vous savez, Richelieu parlait des frontières naturelles de la France. La France devait s'agrandir parce qu'elle n'était pas là où elle devait être. Et donc cette formule très ambiguë est assez intéressante. Tout ceci vise, on l'a dit, à créer un rapport de force, et c'est sur le terrain économique que ça va se jouer. Mais je suis sidéré de voir à quel point tout le monde joue le jeu, non seulement les médias, mais les hommes politiques, parce qu'accepter même, quand on est Premier ministre de l'Ontario, de discuter de ce sujet, est déjà une victoire. Ça n'est peut-être pas. Non, mais d'accord, mais c'est déjà une victoire pour Donald Trump. Vous corroborez, c'est une victoire pour Donald Trump, là, sur le plan médiatico-symbolique? Je ne sais pas si c'est une victoire pour lui ou non, mais en tout cas, il a déterminé l'agenda politique. Donc c'est une victoire. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna les routes maritimes au centre et à l'extrême nord, la route arctique, donc très lucratives, qui sont visées par Trump. Oui, elles sont stratégiques et elles intéressent Trump. D'abord, le canal du Panama, parce que c'est là que transite 5% du commerce mondial. Chaque navire qui traverse donc ce canal doit s'acquitter d'un droit de péage, ce que Trump estime injuste et inutile pour les États-Unis. Et il avance aussi l'argument que Pékin aurait une influence sur les autorités du Panama. Et donc, pour ces deux raisons, il souhaite en reprendre le contrôle. De quoi faire des économies substantielles quand on sait que 75% des marchandises qui transitent par le canal concerne l'économie américaine. Mais pour le Groenland, ce qui intéresse Trump, c'est peut-être la promesse d'une future voie maritime. On l'a vu avec le réchauffement climatique, la calotte glaciaire fond. Elle libère la route dite du Nord, on va le voir à l'écran, qui permet à des navires de relier l'Asie à l'Europe en passant par l'Arctique. Et donc, dans cette situation, les États-Unis bénéficieraient d'un positionnement idéal pour contrôler vraiment tout le trafic maritime et militaire dans cette zone. Et puis aussi, ça leur permettrait peut-être de tenir leurs rivaux, la Russie et la Chine, à bonne distance. Alors Bruno Tertré, est-ce que contrôler ces deux points maritimes stratégiques, ça fait partie d'une stratégie de domination du commerce mondial ?
Je ne suis pas sûr. En fait, la fameuse route maritime du Nord, qui passe essentiellement d'ailleurs dans les eaux territoriales de la Russie, et c'est d'ailleurs un point de discussion avec la Chine, cette route-là, elle ne sera pas ouverte véritablement à la navigation à grande échelle avant très très longtemps, si la fonte de la banquise de mer d'été devait se poursuivre. On fantasme beaucoup sur cette route. Il se passera plusieurs dizaines d'années avant qu'elle prenne une place importante dans le commerce international. Il y a aussi peut-être les métaux rares, par exemple, au Groenland, qui peuvent intéresser... Effectivement. Et là où il y a quand même un point commun entre Panama et le Groenland, c'est la Chine. On sait à quel point les républicains sont obsédés par la Chine, pas que les républicains d'ailleurs, mais je me souviens d'experts républicains qui, il y a déjà 20 ans, se plaignaient du fait qu'il y a des entreprises chinoises à l'entrée du canal de Panama. Ça ne veut pas dire que Pékin contrôle tout, mais la Chine est toujours un peu derrière. J'ajoute que sur le Groenland, tout le monde sait que les entreprises américaines n'ont ni plus ni moins accès aux minerais stratégiques que la Chine ou d'ailleurs que l'Europe. Pardon, Elisa Chal, mais il faut rappeler donc que le Groenland est une région semi-autonome et qui appartient au Danemark depuis 1814, que le Danemark est membre de l'OTAN. Donc si les États-Unis utilisent la force au Groenland, ça serait une forme de déclaration de guerre à l'OTAN, dont les États-Unis sont eux-mêmes membres. On marche sur la tête. Là encore, là n'est pas l'enjeu. Bien sûr que Donald Trump ne va pas envoyer des troupes au Groenland. Le Groenland, c'est une terre qui a été d'abord explorée par les Américains. Les Américains y ont une base militaire, le point le plus au nord. Donc les Américains sont très présents au Groenland. C'est pas du tout la première fois que les Américains parlent d'acquérir. Donald Trump en avait déjà parlé. Il en avait déjà parlé en 2019, mais même avant lui, juste après la Seconde Guerre mondiale, la question s'était posée. Donc l'idée n'est absolument pas nouvelle. Là encore, il s'agit de rentrer dans un dialogue. D'ailleurs, le gouvernement du Danemark a dit qu'il était ouvert, bien sûr qu'il ne vendrait pas le Groenland, mais qu'il était ouvert au dialogue, parce que l'enjeu, il est d'obtenir des licences d'exploitation pour des gisements de terres rares et de minerais importants qui sont stratégiques. Et c'est très important pour Donald Trump, puisque les grandes entreprises aussi de forage de pétrole et de gaz ont tout intérêt à voir s'ouvrir des marchés. Et n'oublions pas que Donald Trump est dans une campagne de levée de fonds pour sa cérémonie d'inauguration qui aura lieu le 20 janvier. Donc, s'il promet d'ouvrir des marchés à ces grandes entreprises américaines au Groenland, il peut espérer en obtenir des dons dès maintenant. Donald Trump, qui par ailleurs est climato-sceptique, rajoutons-le dans cette discussion. Ça, c'est encore une autre question, mais il vise à récolter quand même 150 millions de dollars, puisque c'est le candidat élu qui paye la cérémonie d'inauguration. Donc, il y a un enjeu direct et immédiat. Trump a besoin d'argent avant tout. Philippe Gomer, en même temps, le gouvernement danois prend ces menaces au sérieux, puisqu'il s'est réuni en urgence aujourd'hui même. Donc, il n'exclut pas complètement que ces velléités se traduisent de manière militaire, ou en tous les cas de manière très dure. Mais ces paroles ne sont pas neutres, et c'est une parole performative. C'est le président des États-Unis dans quelques jours, n'est-ce pas, le 20 janvier. La parole du président porte, et même le fait d'articuler une menace de ce genre est une forme de coercition, n'est-ce pas? La menace d'une action militaire est une action coercitive au même titre qu'une action directe militaire. Ça n'a pas exactement les mêmes effets, mais c'est une action coercitive qui a pour objectif de contraindre le partenaire en question à accepter les préférences du partenaire dominant. Et ça s'appelle de l'impérialisme. D'ailleurs, c'est une des définitions de l'impérialisme, l'imposition par la coercition ou par l'intrusion des préférences d'un partenaire d'un agent sur un autre. Donc il y a une coercition qui est en train de s'opérer là, qui est une coercition évidemment verbale et performative pour l'instant, mais qui a des effets évidemment sur le Danemark, sur les Groenlandais, aussi sur le Mexique et sur le Canada, n'est-ce pas? Mais Bruno Tertrais, en même temps, on pensait qu'il n'était pas interventionniste, on découvre impérialiste soudainement. Alors, on s'est trompé. Oui, on peut être impérialiste sans être interventionniste. Absolument. Autrement dit, on peut être dans une logique d'expansion de l'empire américain, pour ceux qui parlent d'empire américain, sans utiliser la force militaire. D'ailleurs, expansion de l'empire économique et d'influence. Bien sûr. D'ailleurs, idéalement, tous les stratèges savent qu'idéalement, on n'emploie pas la force militaire. On s'en sert comme une menace. In extremis. Et on s'en sert in extremis. En revanche, ça ne serait pas une déclaration de guerre, l'hypothèse du pire, menace véritable d'intervention militaire. Ce que Donald Trump n'a pas véritablement fait. Quand on dit « je n'exclus rien » en réponse à une question, pardon, mais Elisabeth Quint, vous savez très bien que les responsables politiques, quand on leur demande « est-ce que vous excluez ceci ?», en général, ils disent « je n'exclus rien, toutes les options sont sur la table », surtout les présidents américains. Mais en revanche, ça ne serait pas une déclaration de guerre vis-à-vis de l'OTAN, mais de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'entre membres de l'OTAN, la garantie mutuelle ne joue pas.
elle ne joue qu'à l'extérieur. En revanche, et c'est pour ça d'ailleurs que le ministère des Affaires étrangères, le ministre hier, a une formule assez forte sur la défense de la souveraineté frontalière, des frontières souveraines de l'Union européenne. C'est vrai que c'est l'Union européenne qui serait menacée. Il y a quand même aussi un autre sujet, c'est le fait que ça donnerait un encouragement supplémentaire, pour autant qu'ils en aient besoin, à Xi Jinping et à Vladimir Poutine. Moi, si vous voulez bien peut-être remontrer la carte du Nord, parce qu'il y a... La carte du Groenland ? Oui. La carte de l'Arctique, parce qu'il y a un archipel très intéressant, l'archipel du Svalbard, qui est norvégien. La Norvège, membre de l'OTAN également. Et la Russie ne lorgne pas dessus, mais s'y intéresse beaucoup. Vous voyez, c'est juste en haut à droite du Groenland. C'est norvégien. Les Norvégiens y tiennent beaucoup, mais moi je vous parie que dans quelques semaines, on verra Vladimir Poutine dire « bien écoutez, si on peut acheter le Groenland, pourquoi est-ce que je n'achèterais pas les Svalbard ?» Oui, alors vous parlez de l'Europe, et on a vu hier Giorgia Meloni, la première ministre italienne, se faire l'avocate en quelque sorte de Donald Trump. Le dichiarazioni di Trump siano più un messaggio ad alcuni grandi player, alcuni altri grandi player globali, piuttosto che rivendicazioni ostili nei confronti di quei paesi. Sono entrambi territori sui quali negli ultimi anni noi abbiamo assistito a un crescente protagonismo cinese. C'était aujourd'hui, Elisa Schell. Là, ce que nous dit Giorgia Meloni, c'est que c'est la guerre économique. Voilà ce qu'elle dit. C'est-à-dire, elle relativise quelque part en disant, voilà, on est dans la guerre commerciale classique que Donald Trump et que Biden aussi avant lui veulent mener contre la Chine prioritairement. Oui, et puis aussi, à travers la figure d'Elon Musk, Donald Trump veut mener une campagne de soutien des extrêmes droites en Europe. Il faut dire les choses extrêmement clairement. Donc Meloni fait partie des alliés. Il espère que la Hongrie, par exemple, pourrait devenir aussi une force alliée proche. Et ce qui va se passer en Ukraine va être absolument déterminant, puisque si Vladimir Poutine obtient 20% du territoire de l'Ukraine, c'est-à-dire les régions de l'Est, dans un accord pour terminer la guerre, ça sera quand même une victoire à la Pyrrhus pour Poutine, et peut-être qu'il étendra ses velléités à d'autres pays, alors soit pour les annexer en Géorgie, en Moldavie, ou soit pour les satelliser en quelque sorte. Mais est-ce qu'il peut y avoir aussi un deal quelque part de la part de Trump qui pourrait dire à Poutine « tu gardes l'Ukraine, mais tu me laisses une partie du Groenland », ça peut être aussi ça le deal qu'il est en train de faire ou que pense faire Trump? Donald Trump ne pourra pas dealer la totalité du territoire ukrainien. Pas la totalité, mais vous parlez de 20%, ce qui serait déjà énorme. Oui, mais Vladimir Poutine n'a pas le pouvoir de donner quoi que ce soit en matière de Groenland, puisque c'est le Danemark qui est en jeu. Donc, ce qui va compter surtout, ce sont les velléités sur les pays de l'Est et les pays baltes de Vladimir Poutine. Regardez ce qui s'est passé en Roumanie, où les Russes, par un intermédiaire, absolument, ont porté un candidat tant et si bien que même l'élection a dû être suspendue entre les deux tours, parce que des influenceurs ont été achetés, des élections truquées. Donc c'est ça la stratégie de la Russie, et ça déstabilise ce qui se passe aux portes de l'Europe, et ça va impacter les Européens, reposer la question de leur défense, en plus de la hausse des tarifs douaniers qui va aussi se poser d'un point de vue commercial. Oui. En 2018, lorsque Donald Trump envisageait d'acheter le Groenland, enfin de parler de l'acquisition du Groenland, parlait aussi un petit peu du Canada. Il avait eu une réaction très vive du Premier ministre canadien de l'époque qui avait dit « Nous ne sommes plus au 19e siècle. Eh bien, bienvenue au 19e siècle, puisque Donald Trump parle désormais le même langage, l'Amérique parle désormais le même langage que la Russie, la Chine, la Turquie et d'autres, c'est-à-dire qu'on ne saurait de nouveau à les écouter à la lettre. Mais je suis d'accord qu'il faut écouter, prendre Donald Trump au sérieux, pas forcément à la lettre, mais quelque part cela érode encore un petit peu plus les normes de comportement international sur lesquelles nous avons conçu justement, sur lesquelles reconstruit après la guerre, fondé depuis 1945. Sur lesquels malheureusement aujourd'hui les Européens sont un petit peu les seuls garants. Trump n'a plus d'alliés, il n'a que des intérêts. C'est-à-dire c'est une remise en question totale du multilatéralisme. Il n'y en a plus. En tout cas, la fiction de l'égalité, il y avait une fiction d'égalité au sein de l'OTAN et dans le système atlantique, une fiction d'égalité entre les partenaires des deux côtés de l'Atlantique.
Atlantique. Aujourd'hui, cette fiction d'égalité a sauté, n'est-ce pas? Les États-Unis sous Trump et sous les nouveaux nationalistes, les néo-nationalistes sous Trump affirment que les États-Unis vont imposer leur volonté, quelle qu'elle soit d'ailleurs, par rapport à l'Europe. Et donc on est dans une situation, et effectivement, je suis d'accord, retour au 19e siècle, retour à la lutte entre les grandes puissances, les seules puissances qui comptent dans la vision des trois dirigeants, Russie, Chine, États-Unis, éventuellement Inde, et peut-être quelque part le Brésil. Lutte entre grandes puissances, compétition économique internationale mercantiliste, gagnant-perdant, n'est-ce pas? Et dans une situation... Et ressourcisme par rapport aux extractions. De la mondialisation qui est déjà en cours. Biden, d'ailleurs, je voulais le dire, Biden aussi, vis-à-vis de la Chine, a mené une politique très dure vis-à-vis de la Chine. On est dans une certaine forme de continuité là, depuis la fin de l'administration Obama, mais avec un durcissement constant des politiques américaines. On va vous soumettre une archive qui remonte à décembre 1999. Les États-Unis rétrocèdent la gestion du canal de Panama au Panama, donc conformément à un accord qui avait été conclu 22 ans auparavant, en 1977. Le canal de Panama symbolise pendant le siècle l'hégémonie de Washington sur le continent américain, avec 14 bases militaires en guise de gendarmes de l'Amérique latine. Peu à peu pourtant, le canal n'est plus aussi crucial à la politique décidée par la Maison-Blanche. Le président Jimmy Carter signe en 1977 le traité prévoyant la restitution du canal aux autorités panaméennes au 31 décembre 1999. Les cérémonies officielles ont eu lieu aujourd'hui, toujours en présence de Jimmy Carter, car le président Clinton, le vice-président Gore ou la secrétaire d'État Albright n'ont pas trouvé un moment dans leur agenda pour honorer de leur présence ce que la droite américaine qualifie d'abandon de souveraineté. À l'évidence, ce moment historique ne cadre pas avec les exigences d'une année électorale. Mais Élise Hachel, quand on entend cela, on se dit que les démocrates, c'est pas qu'une question de républicains, les démocrates aussi ont une forme d'impérialisme déjà à l'époque, et ça fait l'unanimité sur le canal de Panama notamment. L'objectif des Américains, c'est de renationaliser encore plus leur économie. Ça veut dire qu'il va y avoir une augmentation des transports de marchandises aux États-Unis. On prévoit plus 30% d'ici à 2040. Et le canal de Panama est critique parce que ces marchandises ne transitent pas par le chemin de fer qui est déplorable aux États-Unis, ne transitent pas par la route parce que c'est trop cher, mais transitent par le canal de Panama. Donc ce canal de Panama, il est essentiel à l'économie américaine, et Donald Trump tient, il faut le dire, un discours de puissance de manière générale, et c'est ce qu'on a oublié en Europe. L'Europe ne menace pas les États-Unis, ni sur le plan économique, ni sur le plan militaire, et Donald Trump casse les codes et reprend un discours de puissance, ce qui effectivement choque les alliés qui sont les siens, et le système d'alliance qui est en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais ce sont vraiment les intérêts américains qu'il place avant tout. Il n'y aura pas d'intervention militaire américaine au Panama tant que les navires américains pourront librement traverser le canal et que les Panaméens tiendront le canal. En revanche, si un jour il y avait un problème de stabilité politique, on pourrait avoir une intervention comme en 1989 par Ronald Reagan, l'intervention au Panama contre le général Noriega. Et c'est tout à fait quelque chose qui resterait concevable à mon sens pour Trump dans une hypothèse extrême. Un dernier petit mot, je pense qu'il faudrait dire états-unien et États-Unis plutôt qu'américain, parce que nous sommes en train de parler là du continent plutôt. Et vous avez parfaitement raison. Merci de cette précision. Les Canadiens apprécieront. Philippe et Golub. Et les Mexicains. Et merci à tous les trois.